Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur. Ici Thibaut et je suis en compagnie de Mogenra. Salut à tous. Mogenra qui est le nouveau responsable des decks évaluateurs, voilà, on l'applaudit très fort. Merci. Voilà. Mais du coup, là, on est présent aujourd'hui en fait pour discuter un petit peu d'un sujet. Et oui, c'est que toutes les stratégies ne sont pas à jouer à tous les niveaux. Et voici venir la phase de pub durant laquelle nous allons vous le rappeler d'aller nous suivre sur les différents réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram, pour avoir toutes les news, toutes les infos de la tour de commandement, savoir quand est-ce que les vidéos sortent, mais également savoir quand est-ce que nous réalisons les différents lives sur Twitch. Et si jamais vous ne pouvez pas assister au live, vous avez les archives de la tour de commandement pour voir les replays de ces live Twitch. Nous en profitons également pour remercier les tipeurs de la tour de commandement. Sans eux, rien ne serait possible, car ils nous soutiennent financièrement chaque mois ou ponctuellement et nous permettent de continuer à investir dans les différents projets de la tour. Donc un grand merci à eux, et si jamais vous souhaitez les rejoindre, c'est dans la description de la vidéo. Et sinon aujourd'hui, du coup, on va parler de toutes ces stratégies qu'on ne peut pas jouer à tous les niveaux. Et du coup, je sens qu'il y en a qui ont déjà lâché un petit dislike, un petit pouce rouge sur la vidéo. Je pense que vous allez pouvoir le retirer dans 2 secondes, puisque, évidemment, c'est un énorme troll qu'on est en train de vous faire ici. Parce qu'il paraît qu'on a de l'humour. Un petit peu, voilà. Et en fait, c'est un énorme troll. C'est un peu un clickbait, parce qu'on veut s'adresser justement aux personnes qui ont tendance à penser exactement ce qu'on vient de dire, c'est que « Ah oui, mais attendez, à tel niveau, on peut pas jouer à cette stratégie-là, c'est pas fun, c'est pas fair ». Alors bon, évidemment, on va nuancer un petit peu le propos et on va surtout montrer que, en fait, tout peut se jouer à peu près à tous les niveaux, hein, voilà, à part quelques très très rares exceptions. Mais parce qu'on a entendu quelques bêtises. Il paraît qu'on a un Discord, n'est-ce pas il me semble. Petit, très petit. Un petit Discord, avec un petit 2000 personnes dedans. Ouais, c'est pas grand-chose. Alors vraiment pas grand-chose. Mais dedans, on rencontre un peu tous les profils aussi. Alors, évidemment, on n'est pas là pour faire la morale aux joueurs en question, bien sûr. Mais on a eu quelques retours de la part de certains joueurs, de personnes, justement, qui avaient tendance à dire ouais, non, mais ça, c'est pas fun et tout, ça se joue pas à niveau 7, t'as pas le droit, t'as pas de jouer ces cartes. T'as pas le droit de jouer ces cartes-là, t'as pas le droit de jouer ces stratégies-là. Oula, ouf. Comment ça fait du sel. On n'a pas le droit de jouer, hein. Le sel est présent, et écoutez, voilà, je pense que la dose de sel, on la bouffe déjà suffisamment dans nos plats, on va pas en plus la bouffer sur le Discord. En fait, ici, ce qui nous intéresse un petit peu, c'est justement pourquoi est-ce que les gens ont tendance à dire ça, et pourquoi est-ce que c'est faux dans la très très grande majorité des cas. Alors quand je dis très grande majorité, c'est pas genre 80%, c'est genre plutôt 99% des cas. Donc autant vous dire que voilà, il y a probablement beaucoup de choses qu'on va démystifier un petit peu aujourd'hui. On a entendu pas mal de choses, alors je pense que je vais reprendre, désolé à la personne qui est concernée, mais bon, c'est ça qui nous a fait tiquer vraiment et qui a amené à cette émission en fait, à cet épisode. Donc à un moment, voilà, va falloir qu'on en parle. C'est qu'on a entendu, il y a un des membres du staff en fait qui a joué sur le Discord. Alors rassurez-vous, la plupart des gens sur le Discord sont très sympas, très cool, il y a pas de problème. Ils ne représentent pas du tout la majorité des membres de la tour. Là, on est tombé quand même sur ce cas-là et du coup, le membre du staff en question nous a dit. Le gars, en fait, il a pas rage quit, il a fait rage quit les adversaires, parce qu'il était en train de péter un plomb sur le fait que quelqu'un jouait cascade à niveau 7. Et Ristic Study. Et Ristic Study aussi. Ah voilà, ah mon dieu, Ristic Study, oh là là. C'est une émission un petit peu fourre-tout qu'on va faire aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on a pas mal de gens qui nous ont dit « Oui, mais le niveau 7, en fait, c'est compliqué. » Et on a l'impression que le niveau 7, il y a 2 niveaux 7 qui existent. Pas vraiment. C'est plus compliqué, il y a plutôt 2 types de decks qui se partagent le niveau 7. C'est plutôt dans cette vision-là qu'il faudrait prendre en compte. Parce qu'on a eu le débat déjà avec les decks évaluateurs, on a déjà discuté pas mal. Ça a été la question, est-ce qu'on ne devrait pas refaire l'échelle, diviser le 7 en 2 niveaux? Un 7.5, qui sait. Voilà, mais mettre des virgules, en fait, ça règle pas vraiment le problème. Parce que bon, déjà, il faut quand même rappeler que les niveaux, même si le but c'est qu'à un niveau, tout soit extrêmement équilibré, évidemment, extrêmement équilibré, qu'on se retrouve à des niveaux de jeu qui soient équilibrés. C'est-à-dire que les decks, quand ils s'affrontent, dans l'absolu, en rencontrant des decks du même niveau, ils sont censés avoir les mêmes chances que les autres. Sauf que, on sait très bien que dans la pratique, c'est jamais le cas, puisque il y a des stratégies qui sont plus fortes que d'autres déjà, et il faut quand même pas l'oublier, hein.
Oui. Et bon, le niveau 7, c'est quand même là où on retrouve le plus de stratégies différentes, notamment parce que c'est le niveau où généralement elles sont toutes acceptées, quoi. Oui, elles sont toutes viables à ce niveau-là sans aucun problème. C'est un niveau où se côtoient à la fois les stratégies plus faibles du commandeur, mais poussées à leur maximum, et les stratégies les plus puissantes, mais à moins optimisées qu'à niveau 8 ou CEDH, bien sûr. Et ce qui fait qu'on va croiser de tout, de l'aggro, du tribal, du combo, du stacks, tout va exister au niveau 7 sans aucun problème et cohabiter, même du destruction de terrain. Ça a beau faire rager les gens, ça existe en 7 aussi. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit dans l'épisode 100, hein. Si vous n'êtes pas allé l'écouter, profitez-en, surtout que t'étais intervenu exactement sur ce sujet-là, Tout à les fait. stratégies un peu mal aimées. Mais du coup, c'est vrai qu'on a pas mal de stratégies qui, en effet, on se dit tout de suite, elles sont trop fortes, elles sont trop oppressives, en fait. Mais mine de rien, ça dépend toujours du degré d'oppression potentielle proposé par le deck. C'est-à-dire que si quelqu'un fait du mass land destruction, mais en fait qu'il a, la destruction de terrain de masse, mais qu'en fait il a que 3 sorts pour le faire dans le deck, et qu'il les a pas tous mis alors qu'il en avait encore 3 ou 4 de plus, bon là ça fait beaucoup quand même un petit peu. Mais du coup à niveau 7 c'est tout à fait jouable, quoi. Surtout que derrière peut-être que le reste du deck il est plutôt moyen, voilà, donc ça s'explique aussi. Mais Oui. Je pense que la logique que tu évoques, elle est bien en fait, et c'est ce que, parce qu'on l'a beaucoup débattu, et j'ai beaucoup défendu le fait que le niveau 7 devait rester tel qu'il est, et qu'en fait c'est juste que les gens doivent comprendre qu'il y a ces deux types de decks. Et là tu l'as très bien défini. D'un côté on a ces decks qui représentent des stratégies qui sont parfois, et des commandants, hein, parce que voilà, des fois il y a des stratégies qui peuvent être poussées beaucoup plus loin, mais avec un autre commandant, un commandant très particulier, alors qu'il y en a certaines, en fait, on va les jouer un peu à plus bas niveau aussi, parce que le commandant est un peu moins fort. Il est un peu moins oppressif en fait à lui seul. Oui, c'est sûr. Voilà, donc la stratégie, en fait, t'as la stratégie bien synergique et tout, qui fait pas mal de choses, mais qui pourra jamais atteindre le niveau 8, parce qu'on rappelle que le niveau 8 dans l'échelle, c'est quand même le top du commandeur fun, donc avant de rentrer dans le CEDH. Donc généralement, on trouve quand même des trucs un peu balèzes, il faut le dire. Très. Même nous, hein, je veux dire, les decks évaluators, ça arrive très peu qu'ils évaluent des decks à niveau 8, hein. Généralement, c'est vraiment parce qu'il y a tout le package. C'est ça, le niveau 8, c'est vraiment, on entreporte du CDH. C'est-à-dire qu'avec un niveau 8, on peut tout à fait s'installer à une table de CDH et pas rougir de son deck, loin de là. Ouais, même si ça sera un peu la galère, faut l'avouer. Oui, il perdra plus souvent que les decks CDH par contre. Voilà, donc faut pas s'attendre à des miracles non plus, mais non. Ça peut arriver une fois de temps en temps, voilà. Mais les decks de niveau 7, du coup, on retrouve ces decks ultra synergiques, mais qui n'ont pas la puissance requise pour réussir à être niveau 8. Et à l'inverse, on a ceux qui devraient être niveau 8 parce qu'ils font partie des stratégies qui sont très oppressives, donc on en a parlé, hein, stacks, destruction de terrain, etc. Tout ce qui est un peu ultra combo, mais en fait, généralement, ce qui leur manque à ces decks-là, c'est de quoi se protéger et de la stabilité. Donc généralement, on parle des tutors et des protections et gestion. Ça peut être aussi la rampe, par exemple, on va pas rentrer du mana crypt ou du mana vault sur un deck qui pourrait en avoir besoin, ça peut faire baisser le niveau aussi. Ce genre d'exemple, on en voit souvent, par exemple. Ouais, où sont vos sous, les gens? Alors, ils sont comme ça de Paris. Qu'est-ce que c'est le problème? Il y a un gros souci, là. Il y a un gros souci. Mais oui, voilà, on déconne, bien sûr. Mais en fait, du coup, ce niveau 7, déjà, pour boucler un peu la boucle, en effet, c'est la rencontre de ces decks très synergiques, très bien montés, généralement qui tutorisent, qui gèrent, qui ont de belles synergies avec leurs commandants et leurs stratégies, et qui sont... Moi, c'est ce que j'aime bien, c'est ceux que j'appelle les decks propres. C'est les decks qui sont pas ultra vénères, mais en fait qui sont tellement bien dans ce qu'ils font, et qui sont tellement interactifs, que c'est super cool de le jouer contre, en fait, je trouve. Et de les jouer aussi. C'est des niveaux... C'est très variable les parties, c'est très intéressant, et oui, en effet, les decks sont souvent très bien montés. Et il y a rarement des cartes où on se dit qu'est-ce que ça fout là. Généralement, toutes les cartes ont leur place, on sent que le deck est réfléchi, la plupart du temps en tout cas. Et oui, ça donne des parties où normalement il y a beaucoup d'interactions, il se passe plein de choses, les parties peuvent durer très longtemps aussi. Et c'est agréable. Ouais. Moi, ce que j'aime bien, c'est les decks qui ont tous les outils, en fait. Et ensuite, les autres, en effet, ces decks... en fait, je mise tout sur ma stratégie et sur le fait que je vais faire n'importe quoi, mais en fait, j'ai pas forcément les outils pour faire n'importe quoi de manière très propre. Là, c'est les decks un peu
comment dire, je vais être un peu péjoratif, mais c'est les decks dégueulasses. C'est les decks qui sont faits un peu à la zob. Euh, Désolé, hein, mais je suis peut-être un peu virulent dans ce que je dis. Mais en fait, c'est que c'est des decks qui misent tout sur la probabilité de faire n'importe quoi. Mais malheureusement, qui ne se sont pas posé la question, notamment pour arriver au niveau 8, de est-ce que je suis suffisamment stable et est-ce que j'ai suffisamment les outils pour réussir à le faire de manière régulière. Oui. Et du coup, c'est des decks qui vont vous faire les 3/4 du temps des sorties plutôt moyennes et qui vont pas faire grand-chose ou qui vont commencer à boubouiter un petit peu. Et ensuite, il y a la sortie champagne qui arrive une fois toutes les 10 ou 15 parties. Et là, d'un seul coup, ça explose et c'est la fameuse réaction où les gens disent « Putain, c'est trop fort ton deck. C'est pas un niveau 7, c'est un niveau 8, ça !» Et bah oui, vous avez vu le deck tel qu'il fonctionnerait s'il était un peu plus stable. Mais juste parce que là, il a eu la chance de piocher les bonnes cartes, de faire les bonnes décisions, d'avoir tout le bon enchaînement et tout. Et t'es là, c'est un truc qui peut arriver des fois une fois sur 10 ou une fois sur 15, des fois moins hein, même, c'est impressionnant. Oui. C'est... voilà. Donc, voilà, le fameux niveau 7. Bon, maintenant qu'on a dégrossi un petit peu tout le bordel, là, on parlait justement de stratégies qui ne pouvaient pas être jouées à tel ou tel niveau. Alors donc, on a eu la fameuse réflexion cascade, c'est pas jouable à tel niveau. On a eu aussi une réflexion, oui, jouer Landfall à niveau 7, c'est pas fun. Stax, bien sûr, à niveau Stax, 7. bien sûr, voilà, oui, voilà, tous ces... Alors, Landfall, j'avoue que j'étais un peu surpris quand même, Oui. hein, quand j'ai vu Touche Terre, t'es là... Attends, mais Touche Terre, c'est un truc, même à niveau 6, même à niveau 5, on le retrouve. Dans les préconstruits de Renaissance Zendikar, on avait un deck Touche Terre. T'es là... Ou même Cascade, quand on me dit Cascade, c'est trop fort, je me dis, c'est pas non plus ultime Cascade, hein. Certes, ça fait de la value, mais c'est de la value aléatoire quand même, faut pas... Ouais, après, il y a moyen de contrôler tout ça. Bien Et sûr. justement, encore une fois... là, du coup, on a ce côté stratégie, mais on va parler après aussi des cartes. Parce qu'il y a des gens qui nous disent « Ah ouais, telle carte, c'est pas jouable à tel niveau. » On va en reparler, hein, mais on va d'abord commencer par les stratégies, parce que c'est plus important. Mais les stratégies, déjà, j'ai envie de dire, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas jouer Stax à niveau 7 ? Alors, je pense que beaucoup trop de gens pensent qu'à niveau 7, ils vont juste pouvoir mettre en place leur plan de jeu, qu'il va rien leur arriver, on va les laisser faire, et c'est qui sortira son plan de jeu le plus vite qui gagnera. Et Stax, comme toujours, c'est le mouton noir parce qu'il arrive et il dit « Vous n'allez pas sortir votre plan de jeu comme vous voulez, vous allez le sortir doucement, comme moi je vous laisse faire, et ça va prendre du temps et on verra qui c'est qui gagne dans ces conditions. » Et les gens, ils aiment pas qu'on les empêche de jouer comme ils auraient aimé. Je pense que ça joue beaucoup sur ce point-là. Voilà, on revient encore évidemment à l'épisode 100. Hein. Allez l'écouter, bordel. Il est long, mais il vaut le coup. Mais c'est vrai que ce côté oui, je suis ralenti, ça me plaît pas. En fait, là, j'ai l'impression d'avoir quand même la réaction d'un gars, justement, les fameux gros decks qui font n'importe quoi, mais qui n'ont pas les outils pour se protéger. C'est ça. Pour moi, c'est vraiment ce genre de situation. Même moi, ça m'arrive. Hein, j'ai les decks comme ça. Moi aussi, bien sûr. Je critique, mais en même temps, je sais que j'ai les decks comme ça aussi. Hein, voilà. Donc, justement, parce qu'ils sont moins stables, mais ils peuvent quand même faire des conneries, ça me plaît aussi, quoi. Mais ces gros decks qui n'ont aucune gestion, rien pour se protéger, par exemple, pas d'anti-enchant ou d'anti-artefact ou d'anti-créature. Alors t'es là déjà, t'as pas d'anti-permanent. Écoute, tu cherches les problèmes, hein, parce que ça veut dire que s'il y a un souci en face, t'as rien pour t'en occuper. C'est quand même un peu couillu. Hein. Au niveau 7, je rappelle que oui, on peut avoir quand même des combos pour pouvoir les gérer à un moment, parce que vous pouvez taper aussi fort, une combo en un tour, c'est une combo en un tour, vous perdez quoi qu'il arrive dessus. Ou alors des grosses synergies. Hein. Aussi, bien sûr. Des très grosses synergies qui font beaucoup de value en l'espace de quelques tours, t'es là... Ouais. Ah oui, tu fais quoi pour gérer ? T'as pas. T'as pas. Voilà, c'est tout. Ou les cartes qui vont vous embêter, c'est bien sûr. Oui, puisqu'on peut avoir des cartes qui vous bloquent, hein, voilà, tout simplement. Dire, tiens, j'ai mis un truc, j'ai mis une lignelet du vide, voilà. Et vous jouez Réanimator, vous jouez avec les cimetières, Automeule, tout ça, tout ce que vous voulez. Et lignelet du vide, et t'es là. Écoute, tu te démerdes, hein, voilà, c'est tout. Donc, c'est un peu ce petit souci en fait avec ces réponses-là, c'est que soit vous n'avez pas la réponse dans le deck et du coup il faut pas commencer à dire que c'est les adversaires qui jouent un truc qu'ils devraient pas jouer. Alors je parle évidemment toujours du niveau 7, hein. Après on parlera un petit peu des autres niveaux vite fait, mais si votre deck ne contient pas les réponses ou qu'il en contient genre une ou deux, c'est un peu léger, hein, excusez-moi, mais bon. Il faut quand même compter une dizaine de gestion et de protection pour éviter de se faire emmerder. Hein. Mais
derrière, c'est vrai que si vous dites ah bah mince, j'avais vraiment rien pour répondre, voilà. Et si vous aviez des réponses possibles dans les couleurs que vous jouez, hein, bien sûr, parce que bon, j'imagine que si c'est un rituel par exemple ou un éphémère qui fait gagner la partie à votre adversaire et que vous jouez pas bleu, ça va être un peu compliqué quoi. Donc le nombre de réponses est un petit peu diminué. C'est beaucoup moins facile d'interagir avec ça. Mais finalement, si vous avez pas mis les réponses que vous pourriez mettre dans votre deck, c'est qu'à un moment, la faute elle est peut-être de votre côté en fait, pas forcément vis-à-vis du joueur qui joue ces cartes, qui joue cette stratégie. Parce que si les réponses existent, et que en plus c'est des gestions de type de cartes, hein, je parle de type de permanent notamment, et qui sont plutôt répandus, hein, c'est vrai que c'est un petit peu couillon, quoi. Je veux dire, vous n'avez pas de gestion artefact à créature dans votre deck. Le problème, il vient pas du deck d'en face, il vient du vôtre. Voilà, donc c'est un peu violent, hein, mais... Pour reprendre l'exemple de Rhystic Study dont on a parlé et qui a causé en partie cette vidéo, le problème là, dans ce cas-là, c'est pas que Rhystic Study soit à niveau 7, le problème c'est que la personne qui râlait n'avait pas de quoi gérer une Rhystic Study, alors que oui, à niveau 7, c'est des cartes qu'on peut rencontrer. Et quand vous construisez un deck pour le niveau 7 par exemple, il faut se rappeler que, oui, il y a des staples du format qu'on va retrouver régulièrement, donc Rhystic Study, Sol Ring, etc., etc. Et s'ils sont problématiques pour vous, il faut penser à mettre des gestions spécifiques à ces cartes ou à cet ensemble de cartes pour être tranquille au moment où elles sortiront. Ça fait partie de la construction de deck et de la manière de le faire. Et si vous ne le faites pas, c'est à vos risques et périls. S'il n'y a pas de Rhystic Study, tant mieux, vous êtes gagnant. S'il y en a une, par contre, il faudra pas se plaindre qu'elle vous tombe dessus. Ça arrivera forcément. Puis mettre un anti-enchantement, ça peut gérer d'autres choses. Hein. Donc voilà, je veux dire, il y a quand même pas mal d'enchantements aussi qui sont des sources de combos dans le format. Et des gros synergies. De value, de tout ce que vous voulez. Voilà, c'est pas si rare, on va dire. Après, voilà, c'est... En fait, si tout le monde fait ce petit effort de dire « je vais mettre mes gestions », à la table, il y aura beaucoup plus de gestions, parce que si vous avez mis que une ou deux gestions qui peuvent gérer une carte comme Rhystic Study, un enchantement, si tout le monde a fait ça à la table, ça veut dire qu'il n'y a que 6 cartes dans les 3 decks en face qui peuvent gérer ce type de permanent et cette carte. C'est pas beaucoup 6 cartes sur 300 cartes dans un deck. Oui. Alors que pendant ce temps-là, si tout le monde en a mis genre 4 ou 5, alors d'un seul coup, on passe à 15, quoi. Là, 15 cartes sur 300, bizarrement, c'est plus facile. Vraiment, alors je vous dis pas de mettre 100% full gestion, sauf si vous jouez un deck contrôle, ça j'espère que vous jouez beaucoup de gestion dans ce cas-là. mais du coup, le petit souci, c'est que en commençant à dire « Ah non, t'as pas le droit de jouer cette carte », en fait, tu te retrouves dans la situation inverse. Et plutôt que de te dire « T'as pas le droit de la jouer parce qu'en fait, moi, j'ai pas envie de me faire chier à mettre des cartes pour gérer ce type de cartes », mais pourquoi, en fait ? Pourquoi est-ce que vous pourriez pas mettre des cartes pour gérer ça et pour gérer toutes les autres menaces du même genre, en fait ? Du même type de permanent, du même type de sort ou de combinaison de cartes, hein, voilà. En fait, vous faites la mauvaise réflexion, vous dites c'est ta faute, alors qu'en fait, finalement, non, c'est la vôtre. Après, là, on a parlé un petit peu des stratégies, c'est vrai que Stax, il y a des moyens d'un contrecarrer, on a parlé, finalement, il y a aussi plusieurs façons de le jouer, je veux dire, on peut jouer Stax de manière plutôt tranquille. Oui. J'avais monté mon deck Yasharn, je pense que tu l'as jamais vu, hein, parce que je l'ai pas joué très souvent, justement à cause de ce genre de réflexion aussi. Où bizarrement je faisais pas non plus ces stacks 8-bear et je faisais pas non plus énormément de stacks. Je veux dire, je stacksais un petit peu, c'était vraiment pour ralentir les adversaires et que moi je puisse poser un peu déjà mon gros sanglier et commencer à mettre des patates avec. Voilà, le coup de tête, bam. Et c'est vrai que il était vraiment tranquille, quoi. Mais du coup, même parfois un peu trop tranquille, j'avais l'impression que les joueurs pouvaient faire un peu ce qu'ils voulaient. Je stacksais pas assez à mon goût. Pour dire, ouais, mon deck, il a vraiment un gros impact. Non, j'avais un petit impact. Je stacksais un petit peu. Et finalement, les adversaires, je les ai jamais vus râler, en fait, à chaque fois que je jouais ce deck-là. C'est juste, c'est un peu chiant. Mais bon, finalement, ils faisaient avec, quoi. Voilà, ils y arrivaient, donc... parce que c'était un petit deck stacks. Donc, comme quoi, c'est jouable à niveau 7. Bien sûr. Pareil pour KO. Je veux dire, KO, ça dépend également du nombre de cartes KO que tu mets en place. Est-ce que t'as mis la plus chiante ? Est-ce que t'as mis les plus fortes ? Est-ce que t'as mis... est-ce que tu en as mis beaucoup, déjà, de base, hein, quand même, c'est le genre de truc... Et à quel point tu peux gagner via ta stratégie ou non. Oui. On rappelle KO, c'est censé gagner à un moment, hein, je le rappelle pour ceux qui l'auraient oublié. Oui, c'est pas mal. Hein. Pareil pour les decks gros pug, hein. N'oubliez pas de gagner. C'est pas mal de gagner, hein. C'est pareil que c'est le but.
Tout ça pour dire en fait que ces stratégies-là, elles peuvent être jouées à moindre niveau, déjà avec les cartes choisies, avec la stratégie, le commandant, voilà. La stratégie en elle-même n'est pas forcément ultra super puissante, il y a moyen de la jouer moins forte. Je veux dire, voilà, c'est pas parce que je joue une stratégie en particulier avec un commandant en particulier que d'un seul coup, bam, on est au niveau 8 ou on est en CEDH. Ah non, je veux dire, je vais prendre un exemple à la con, mais je pense que tu seras assez d'accord là-dessus, c'est Niv-Mizzet Curiosité. Oui. Niv-Mizzet, il est pas joué que en CEDH. Loin de là. Alors voilà, il est joué à plusieurs niveaux, il peut être joué à la cool sans même avoir la combo Curiosité, il peut être joué sans tutor, il peut être joué sans avoir énormément de pioches. C'est qu'à un moment, il y a quand même une raison, quoi, donc... J'ai déjà noté des Niv-Mizzet Curiosity avec la combo à niveau 7. C'est déjà arrivé plus d'une fois d'ailleurs. Ouais. Juste parce que des fois, ils ont pas déjà toutes les itérations qui sont similaires à Curiosité. C'est ça. Voilà. Et des fois, ils ont la pioche, la tuto. Pioche, ouais, voilà. C'est parfois pas plus compliqué que ça, juste des éléments comme ça où on se retrouve à dire, ah bah non, en fait, le deck, ça va. Parce que au niveau des probabilités, bien sûr, le deck, il fera pas toujours des débilités. Par contre, c'est sûr que, évidemment, si vous tombez sur la fois où le deck Niv-Mizzet niveau 7, d'un seul coup, il vous sort la combo Curiosité au tour 6, et vous êtes là, putain, c'est un gros con et tout, il joue ça, il combotte au tour 6, il gagne la partie. T'es là, oui, mais alors... c'est un peu exceptionnel comme sortie là quand même, voilà, il faut un peu remettre les choses en place. C'est comme moi ça, mais enfin, je vais reparler un petit peu, donner un autre exemple, mais sans aller jusqu'au combo, mais juste aux grosses synergies qui tâchent vraiment très vite. Ça m'est déjà arrivé avec Karlov, celui du Conseil Fantôme, de tuer un joueur au tour 4. Et j'étais là, mais voilà, mais juste parce que l'assemblage des cartes, il a fait bam 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 bam, la partie est finie. Et t'es là, ok d'accord, bon écoute, on va faire ça, y a pas grand chose d'autre à dire. Mais je pense qu'il faut un peu moins se formaliser de voir les joueurs jouer certaines stratégies ou certains commandants, et peut-être leur faire un peu confiance aussi, même si je sais que c'est un peu difficile, notamment quand on ne connaît pas les joueurs, surtout sur le Discord. Cette confiance en fait, et dire ok, bon voilà, ça peut arriver qu'un gars gagne une partie en faisant des combos à la con, je veux dire, tu l'as expérimenté en live avec la table sur une Istra de chasse de minuit, Je veux dire, le tour, alors voilà, spoiler, mais bon, ça fait un moment qu'elle est sortie, vous avez qu'à les regarder. Donc, petit spoiler, il paraît que j'ai gagné la partie sur un tour de l'apocalypse, quoi. Oh oui, il n'y a pas d'autre mot, c'est l'apocalypse total ce tour. Alors que quand même, je le redis encore une fois, c'est pas pour me justifier, enfin un petit peu quand même, mais j'étais très très mal au début du tour, voilà, c'était juste le random du pif, voilà. Mais juste, avec le random du pif, la puissance du chaos et des dieux du hasard, j'ai gagné la partie, sur un tour. Et j'étais là, d'accord. Et c'est tout. Il y a rien d'autre à dire, en fait, c'est juste, des fois, le deck, il va faire les trucs dans l'ordre parfait pour les faire, et il va dire, t'as gagné. Et ça serait un peu con de dire non, en fait, de refuser. C'est des choses qui arrivent, ça, et c'est bien, c'est beau à voir aussi, ce genre de tours qui sont totalement inattendus, et qui sont pas du tout prévus, qui sont loin de là. Ça chamboule toute la partie, et c'est agréable à voir aussi de temps en temps. Mais c'est pas souvent. C'est la différence avec les gros decks à nouveau, c'est que ce genre de tours sont plutôt rares à ce niveau-là. Et je vais peut-être essayer de comprendre les gens qui disent ouais, à tel niveau faudrait pas trop jouer ce genre de stratégie ou pas du tout les jouer. Je comprends en effet que à un moment il peut y avoir une certaine frustration, c'est que on se retrouve contre un deck de quelqu'un qu'on connaît pas forcément, ou alors justement contre le même deck contre lequel on joue depuis des semaines parce que le mec n'a que ce deck là et qu'il veut jouer que celui-là. Et voir systématiquement la même chose, c'est vrai que c'est un peu lourd. Écoutez, prêtez des decks, voilà. Évidemment sur Spelltable ce sera pas possible. Mais du coup, si vous jouez avec quelqu'un que vous ne connaissez pas aussi, il y a un moment, je pense qu'il faut favoriser un petit peu, et ça c'est un mindset, je veux dire, tout ça c'est dans la tête. C'est dire, ok, je vais découvrir des nouvelles personnes, je vais découvrir des nouveaux decks, éventuellement des nouveaux commandants, des nouvelles stratégies que j'ai pas forcément rencontrées. Il faut rester un peu ouvert. Le but, c'est que ça soit une expérience, pas dire « Ah ouais, il faut absolument que ma table, elle soit 100% équilibrée, que tout le monde joue le même temps de jeu dans la game, que tout le monde joue le même nombre de cartes actives. » Vous pouvez rêver autant que vous voulez, ça n'arrivera jamais.
Ou si, une fois tous les... Oui, ils arrivent des fois, Une fois mais toutes les lunes, quoi. c'est comme la main parfaite, quoi. C'est de temps en temps. Faut pas y compter dessus. Voilà. Je pense que c'est ça aussi, vraiment, ce côté où il y a un moment où vous pouvez pas envisager que tout le monde puisse jouer parfaitement sa game et avoir son petit moment de gloire et tout, où il est menaçant et où on va le gérer et où on va repartir et c'est quelqu'un d'autre qui va l'être. Non. Non, 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 non. La plupart des parties que je joue en commandeur, c'est des parties où je vous avoue que je sens la pression, on essaie de la gérer, et à aucun moment c'est moi qui la mets, hein. C'est tout. Parce que c'est pas le cas, parce que les parties elles sont comme elles sont, que le random il est comme il est, que des fois j'ai pas de quoi gérer pour piocher plus ou pour aller tutoriser les bonnes cartes, et puis c'est tout. Et ouais, t'as des mecs comme ça qui sont... t'as des games où t'as un joueur qui va se retrouver à juste dominer du début à la fin, gagner la partie, et puis c'est fini. Voilà. Et vous aurez rien pu faire. Pourquoi ? Parce que soit il y en a certains qui n'ont pas mis leur gestion, et du coup là on va les engueuler. Mettez vos gestions. Soit, du coup, vous avez vos gestions dans le deck, mais il n'y en a aucune qui est sortie. Point, c'est tout. Ça Vous avez peut-être pris des mauvaises décisions et tout, mais voilà. Et aussi, je voulais parler des cartes puissantes, parce que oui, il est clair qu'il y a des cartes qui sont très très puissantes par rapport à d'autres, et beaucoup s'étonnent de leur présence à niveau 7. On prend l'exemple de Ristic Study, mais je peux aussi prendre d'autres exemples qui m'est arrivé personnellement, du Mana Crypt ou du Mana Vault à niveau 7, j'en joue. Ça peut étonner les gens, mais j'en ai à niveau 7 dans plusieurs decks d'ailleurs. Et beaucoup de gens râlent par rapport à ça, mais il faut comprendre qu'une carte ne fera jamais le niveau d'un deck. C'est l'ensemble du deck qui fait, et sa cohérence qui fait niveau. Donc, pour vous citer l'exemple de ma d'ailleurs Ristic Study dans ce deck, mais de ma Mana Crypt et mon Mana Vault, c'est dans un Oyandar, dont le seul but, c'est d'annuler mes terrains et taper comme un gros soin avec mes terrains. Il n'y a pas de combo, c'est uniquement le but. Et vous avez intérêt d'avoir de la rampe extrêmement puissante si vous voulez espérer rivaliser au niveau 7, parce que pas plus le niveau 7 est quand même plutôt rude. Et Noyandar est très lent, très très lent. Donc on l'accélère comme on peut. Et donc oui, je sors des grosses cartes, mais pour autant, avec ces grosses cartes, le mieux que j'arrive à faire, c'est sortir un Noyandar T3 et T4, avoir une 3-3 sur le banc. Wouh, le fun. Attention le monstre. Ouais. Moi, j'avoue, dans le même genre de cas, en plus c'est marrant parce que je pensais aux mêmes cartes quand tu m'as dit « Ah ouais, j'ai le Mana Crypt à niveau 7 », je suis là « Putain, c'est bizarre, je connais un de mes decks qui a Mana Crypt, Mana Vault, Sol Ring, tous les rampes possibles, qui est mono noir, et il s'appelle Vilis. » Oui, j'en parle souvent, je sais, sur la chaîne, mais il est très fun ce deck. Et c'est pareil, je veux dire, j'ai un commandant qui coûte 7 mana. Comprenez que je joue en effet les super gros rampes qui existent dans le format. Parce que sinon, mon Vilis, il te sort au tour 7, il se fait shooter, et au tour 8, je suis là à pleurer parce que je dois payer 9 mana pour le rejouer, quoi. C'est tout. c'est exactement le même genre de problème, en fait. C'est que une carte ne fait pas la puissance d'un deck, c'est tout le deck ensemble. Je veux dire, si vous mettez une Ristic Study dans un deck bleu, mais que finalement la pioche, elle vous apporte pas grand-chose parce que vous avez des petites synergies, que vous n'avez pas de synergie avec la pioche en particulier, mais que voilà, votre deck il est pas non plus ultra puissant, on s'en fout que vous ayez mis Ristic Study dedans. Ristic Study, ah ouais, ça va faire chier un peu les adversaires, ça va vous donner un peu plus de value. C'est une carte à value, point, c'est tout. Et comme toutes les cartes à value, comme toutes les cartes qui disent, je sais pas, si vous mettez, je pensais par exemple à Mine Rugissante. Oui. Vous jouez Mine Rugissante dans un deck Urza. Alors déjà, c'est pas Mine Rugissante qui est le problème dans le deck, non. C'est plutôt le commandant, hein, voilà. Imaginons un Urza niveau 7. Imaginons que c'est bien. Mais du coup, en fait, je pense surtout à ce côté-là où vous pouvez engager une mine rugissante pour que votre effet soit asymétrique, que ce soit vous qui piochez systématiquement et pas les autres. Mais c'est ça aussi, en fait. Si vous avez des cartes qui vous permettent de piocher une carte de plus par tour, si vous avez, je sais pas, Archive d'Alamarette, c'est très puissant aussi, hein. Honnêtement, pour moi, c'est au même niveau que Étude Ristic, sauf que Étude Ristic fait le boulot toute seule, mais les adversaires peuvent interagir avec, directement, en payant la taxe, alors que Archive d'Alamarette, les adversaires, ils ont aucune interaction directe sur le fonctionnement de la carte, et vous en mettez plein les poches, quoi. Alors bon, c'est un peu compliqué, quoi. Et bizarrement, ça râle moins pour Archive. Oui, mais je sens venir les gens dans les commentaires qui vont me dire oui, mais Archive de la Marette, voilà, il faut le jouer dans un deck pioche, alors que Ristic Study, tu peux le jouer dans tous les types de decks. Oui, c'est vrai, voilà. Oui. Vous avez raison. Vous êtes content? Voilà. Mais le niveau de puissance dépend du contexte, en fait. C'est la carte toute seule, elle fait pas des points pour le deck.
ton deck doit faire autant de points pour jouer au format, pas plus. On fixe une fourchette au niveau des points que le deck peut avoir, et on s'affronte dans cette fourchette-là. Ça fait penser un peu au niveau du système des évaluations de deck. Dire, ah ouais, mais c'est la fourchette, c'est le niveau, en fait. Bah non. Non. En fait, moi, ça me fait plus penser à, pour ceux qui connaissent, l'échelle des points des armées de Warhammer 40 000, où chaque unité a un nombre de points. Complètement. Et ça a le même défaut, c'est-à-dire que même si vous avez des armées avec le même nombre de points, c'est pas la même qualité d'armée, c'est pas la même façon de les monter, et pour un deck, c'est pareil. Et avec cette échelle-là, j'ai un Joyra qui pourrait jouer à des niveaux très bas, alors que c'est une bête de guerre de niveau 8 sans hésiter. Pourquoi ? Parce que la majorité de mes cartes sont nulles. C'est parce qu'il y a Joyra qu'elles deviennent puissantes. Mais sans Joyra, elles sont nulles à chier. C'est des artefacts à 0 qui, par exemple, il y en a un, il est indestructible. Voilà. Il fait rien d'autre. Et pourtant, je gagne avec cette carte. Lequel c'était. C'est un peu ma carte préférée, celle-là. Mais du coup, on se retrouve dans cette situation, en fait, où les joueurs se disent « Ah, la carte est forte, donc du coup, elle a pas sa place ici. » Bah, sauf que non. Je pense que c'est bien de décortiquer un peu le système d'évaluation qu'on a pour l'échelle des niveaux. Et je pense que c'est un peu le problème aussi. On est désolé que le service d'évaluation soit actuellement fermé. Je sais pas quand sortira cette vidéo, mais actuellement il est au moment où on l'enregistre. C'est vrai que je peux comprendre que les gens ils évaluent en disant « Ah bah j'ai des cartes fortes, donc du coup mon deck il est fort. » Ben non en fait. Et à l'inverse, c'est pas parce qu'un deck n'a pas de cartes ultra fortes, des gros staples, voilà. Vous avez pas votre mana crypt, ah bah du coup votre deck il est mauvais quoi. Bah non. Mais pourquoi ? Parce que justement le deck il a peut-être même pas besoin de mana crypt. Voilà. C'est peut-être pas un Vilis qui a besoin d'être lancé à 7 mana. Hein. Peut-être un deck avec un commandant à 1 ou 2 mana, et puis on est parti. Hein. Des fois ça va pas plus loin que ça. Hein. C'est ça. Et c'est un peu le souci, c'est que les gens ils voient des trucs qui les emmerdent, et du coup ils ont l'impression que le niveau du deck il est largement au-dessus. Non, la carte est forte. Vous avez identifié une menace, bravo. Mais du coup maintenant la menace, il faut la gérer. C'est simple. Dans n'importe quel deck vous avez des menaces. Et ça c'est des menaces, j'ai envie de dire, voilà, la mana crypt au T1 par exemple, ou étude heuristique qui arrive au T3, ou parfois même au T2, hein, c'est chez certains. On a parlé en live récemment, il paraît. Bah du coup c'est vrai que t'es là, bah cette menace, elle est là, et déjà elle arrive dans un contexte, là, elle arrive ultra tôt dans la game, et surtout, bah t'es là, bah oui, vous avez moyen de la gérer, et c'est une menace universelle. C'est vrai que dans n'importe quel deck, étude heuristique, c'est fort, c'est impressionnant, ça rapporte sa value. Évidemment, il y a des decks qui pourront en profiter plus que d'autres, mais c'est vrai que, bah, de manière générale, c'est une carte forte, point. Et bah du coup, qu'est-ce qu'on fait face à une carte forte, les gens ? Mais, oui, non, on fait quoi ? Ah bah on la laisse faire tout, c'est bêtises bien sûr, on la regarde et on la laisse faire, c'est évident. Oh là là. Non, vous la détruisez, vous envoyez le napalm sur la rétiste. Faut pas la laisser. À part si y a pire à côté, bien évidemment. Oui, voilà. Après c'est pareil, j'en ai parlé, c'est bizarre parce qu'en fait je fais un résumé de toutes les vidéos qu'on a déjà faites. J'ai l'impression, ouais. Voilà, c'est un peu, on a déjà parlé du fait de réussir à cibler, à gérer les menaces, le threat assessment, avec nos petits accents anglais. Mais c'est vrai, la gestion des menaces, c'est quelque chose d'important en fait dans le Commander. Il faut identifier les menaces. Si vous râlez sur une carte, j'estime que vous savez que c'est une menace. Voilà, déjà ça c'est bien. C'est-à-dire que vous avez compris. Normalement, à moins qu'elle fasse finalement rien et que vous ayez râlé pour rien. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais si vous avez moyen en fait de dire, ok, je sais que telle carte est une menace sur le board et ça me fait chier. Très bien, vous avez identifié une menace, maintenant il faut la gérer. Vous n'allez pas rester là, les bras croisés, à dire « Ah, je vais râler pendant 10 minutes, comme ça je suis sûr qu'elle va s'en aller. » Écoute, c'est pas la méthode la plus productive, hein, voilà. Alors, ça fonctionne pas. Si, ou alors dans le cas qu'on a vu justement l'autre jour, où en fait on fait rage quit les adversaires. Là, c'est un peu la violence, hein, honnêtement. J'ose espérer, s'il vous plaît, ne faites pas ça, quoi. C'est pas une méthode. Faire de la politique, discuter et dire aux adversaires ça c'est une menace, j'ai pas de quoi la gérer. Si l'adversaire est pas convaincu, vous en discutez avec lui. Et voilà, vous pouvez prendre deux petites minutes. Alors, ceux qui n'aiment pas faire de politique, allez vous coucher, hein, parce que là, je suis désolé, mais la politique elle est présente dans le format. Quand on joue à 4 joueurs, évidemment, on peut se mettre ensemble pour dire ok, on doit gérer des trucs qui sont vraiment trop impressionnants sur le board. Même désolé. En CEDH, vous avez de la politique, ça peut faire bizarre, mais je vous jure qu'il y en a. Voilà, donc c'est quand même qu'à un moment, justement, le fait d'essayer de prendre des décisions à plusieurs et de pas laisser les gens
parfois un petit peu sans qu'ils sachent justement où est la menace et qu'ils comprennent quelle est la menace. Ben voilà. C'est un maxi best-of cet épisode, Oui. hein, c'est impressionnant. C'est un maxi best-of, vous avez la totale. Est-ce que ça veut dire que les niveaux des decks prennent tout en compte dans le commandeur? Mais il semblerait bien que oui. Est-ce que le commandeur prendrait pas tout en compte dans le commandeur? Extraordinaire. Merde alors. Tout est lié. Ah, c'est dingue. Mais c'est vrai que ce côté-là, en fait, vous avez des menaces. Vous pouvez pas juste râler sur la menace en disant t'as pas le droit de le jouer à tel niveau. Bah non, la menace, elle est là. Elle aura probablement un moins gros impact qu'à un niveau supérieur, c'est évident. Ou alors, justement, elle a un gros impact parce que c'est probablement la carte la plus puissante du deck. Mais derrière, ça change pas forcément le niveau de jeu. Parce que si je vous joue un deck, je sais pas, allez, on va prendre un petit deck à la con. J'ai une idée. C'est un de mes decks en plus. Donc, il faut. Ouais, voilà. Mais si je vous joue par exemple un deck 100% gobelin, j'ai mon deck, comment il s'appelle, Pachalik Mons. Que des gobelins. Nuls. Tous nuls. Ils sont nuls à chier. C'est un deck de niveau 6. C'est vraiment un deck que j'ai fait à l'arrache en me disant j'ai envie de faire un petit deck tribal vraiment pas compliqué. J'ai ce commandant qui me plaît plutôt pas mal. Et il n'y a rien dedans. C'est le niveau 0 de la synergie à la con. Voilà. Franchement, il n'y a rien. C'est juste des gobelins. Ils se boostent, certains, il y en a qui font des trucs sympas. Mais voilà. Et derrière, si je mets dedans, par exemple, une autre carte dont on nous a parlé, Blood Moon, la lune de sang. Je dis ok, comme ça, je joue mono rouge. J'en ai rien à foutre de mettre une lune de sang. Les adversaires, ils vont être là. Ah bah merde, tous mes terrains non basiques, ça va être des montagnes. Ah bah alors. Ah bah voilà. Je les emmerde. C'est évident que je les emmerde. Mais derrière, c'est mon deck gobelin, quoi. Il fait rien. Il a pas d'interaction avec la carte. Et c'est tout. C'est juste, il peut se permettre de la mettre. Et pour les gens qui n'aiment pas Blood Moon, mettez des basiques. Ça marche bien. Ouais. Ou mettez des gestions d'enchantement. Il faut quand même des basiques pour jouer votre gestion d'enchantement, sinon vous pourrez pas la jouer non plus. Mais voilà. C'est bizarre, ça fait encore une fois référence à l'épisode 100, ça. les bases de mana, elles sont pas forcément uniquement avec des terrains spéciaux ultra chers et tout. C'est bizarre. Il est bien fait cet épisode. Hein. Putain, c'est dingue, à croire qu'on a vraiment bossé dessus, quoi. Mais c'est exactement la même situation, en fait. Pareil, étude heuristique, si tu le joues dans un mono bleu du style, je sais pas, moi j'ai un Talrand qui est uniquement basé sur la pioche. Alors il a un peu de contre-sort et de gestion quand même, mais si je le jouais full pioche, avec des cartes à la con, et que derrière j'ai en plus, j'ai pas de condition de win spécialement axée sur la pioche, c'est plus, je vais faire des drakes alors je suis content. Écoute, oui, étude heuristique ça va être chiant, mais en même temps, ça va pas non plus être un pinacle vraiment du deck en mode « Ah mon dieu, il a cette carte-là, c'est fini, la partie est terminée !» T'es là, non, ça, non. Non, c'est juste un outil parmi d'autres qui vont permettre d'accélérer le deck, c'est tout. Oui. C'est comme jouer un gros sort de rampe pour du vert, c'est comme jouer une Blood Moon pour du rouge, c'est des cartes qui vont impacter violemment la partie, mais sans en changer forcément de course si elle est gérée rapidement. Et puis surtout, encore une fois, le contexte. Ça dépend du contexte. Si je mets, je sais pas, si je mets saison de dédoublement dans un deck, je sais pas, jetons, parce que ça double les jetons aussi, saison de dédoublement, c'est dingue, hein. Étrange. C'est vrai que c'est pas mal, mais en même temps, c'est vrai que l'impact est un peu moindre, voilà. Il est au même impact qu'une vie parallèle ou qu'une procession consécratrice. Mais c'est pas le même impact que si dans un jeu Planeswalker, où d'un seul coup, oh mon dieu, les Planeswalkers arrivent tous avec leur ulti, ils vont nous défoncer la gueule. Oui, là c'est sûr que ça fait un peu plus peur, quoi. Mais la saison de dédoublement, dans ce cas-là, elle est un peu... ok. Voilà. Si vous voulez faire une 1-1 soldat, vous en faites 2. Bon, waouh. Ça devrait aller normalement, je pense. Such power. Bon, après, c'est vrai que s'il y a une livre Monde Chine sur la table, là, faut se poser d'autres questions. Je suis d'accord, mais... Oui. Voilà, c'est le contexte. Le contexte compte beaucoup. Le deck, le commandant, la puissance générale du deck et des cartes que vous avez pu voir jusque-là, tout ça, ça donne un contexte. Voilà. C'est ça. Et puis, le niveau, quoi, je veux dire, si le gars vient à une table et vous dit « je joue au niveau 7 », écoutez, je pense que la première chose à penser, c'est « il va jouer niveau 7, point ». Et pas de dire « ah ouais, il dit qu'il joue niveau 7, mais ça se trouve, il est juste venu pour le défoncer le cul ». Ouais, bon... Ça existe, hein, malheureusement, ce genre de joueur, mais ça va, c'est rare. C'est très rare. C'est relativement rare, et honnêtement, généralement, voilà, tu joues une fois avec, ils sont extrêmement désagréables, et puis voilà, c'est tout. Je pense qu'à un moment, il faut un petit peu se calmer là-dessus. Le niveau n'est pas restrictif, et surtout, il faut quand même rappeler une chose. Le but des niveaux de jeu, c'était de dire, ok, les gens, on sait que si vous voulez une table extrêmement équilibrée,
vous jouez avec des decks de même niveau, et normalement ça va passer. Si, bien sûr, si vous tombez pas contre un deck qui est par exemple carrément en opposition aux autres, et qui du coup domine par rapport à ces decks-là. Alors, on en a parlé tout à l'heure, tout ça. Mais finalement, je tiens à rappeler également que le but c'était que on n'est pas des decks de niveau 6 qui rencontrent des decks de niveau 8 par exemple, mais c'est tout à fait viable, et d'ailleurs c'est complètement jouable, que les decks de niveau 6 et 7 soient à la même table, ou des decks de niveau 7 et 8 soient à la même table. Voilà, le fait qu'il y ait un niveau d'écart entre les decks ne veut pas dire que d'un seul coup, ah c'est bon, c'est le deck de niveau 8, c'est bon, il a gagné la partie. Il commence la game, il a gagné. Voilà. Bah non, parce que les decks, ils peuvent faire n'importe quoi. Je vais rappeler un peu une expérience que j'ai faite sur Twitch, parce qu'on a fait en live après un Commander VIP. Il y avait quelqu'un justement qui avait monté là-dessus en disant « Oui, vraiment, non, mais les decks CEDH, ils sont trop forts et tout. De toute façon, si on respecte pas les niveaux, on va passer des mauvaises parties. » Véridique, j'ai sorti mon Téchar, ultra optimisé, celui que j'ai maintenant. Je sors mon Téchar, j'ai joué face à des decks de niveau 7, pas des decks de niveau 8, des decks de niveau 7. J'ai perdu la partie. Parce que j'étais pas prêt par rapport à ce que eux me proposaient, et que eux s'étaient adaptés, ils avaient dit ok, on va garder peut-être des mains qui ont un peu plus de gestion aussi. Voilà. Et ils m'ont eu, quoi. Ils ont joué de la bonne façon, et ils m'ont défoncé. Point. Surtout qu'un deck CEDH est souvent prêt à recevoir les menaces du CEDH, mais pas les autres menaces un peu plus classiques, on va dire, qu'on trouve au plus bas. Exactement. Comme on est en CEDH, des fois, tourner les cartes à 90 degrés, ça étonne tout le monde, mais ça marche toujours aussi bien. Exactement. Mais c'est là, en fait, où on voit qu'il y a un petit souci dans la perception que les gens peuvent en avoir. Je suis désolé pour vous, voilà, on revient là-dessus. Mais c'est que le niveau de jeu, c'est pas une cloison, une boîte dans laquelle les gens, ils doivent juste sortir les decks du même niveau absolument pour que ça soit une bonne partie. Justement, il y a peut-être aussi un peu de challenge en se disant on est deux decks de niveau 7 face à deux decks de niveau 8, le challenge, ça va être d'essayer de tenir la route et de faire une bonne game et de réussir à les emmerder, quoi. Si votre objectif, c'est systématiquement je dois gagner la partie, j'ai toutes mes chances pour y arriver, déjà vous partez complètement faux. Même si vous êtes au même niveau, c'est complètement faux parce que ça dépend d'énormément de paramètres. Oui. J'en avais parlé déjà, tu dois t'en souvenir, Monera, mais parler de l'analyse de command zone sur les statistiques du commandeur. Oui. Et notamment toutes celles qui influent sur les pourcentages de chances de gagner. Un exemple à la con, celui qui commence la partie, qui est le premier joueur à jouer, il a statistiquement déjà beaucoup plus de pourcentage de chances de gagner la partie. Donc rien que sur le lancer de dés, sur qui va démarrer, déjà, il y en a un qui a un avantage. C'est dingue quand même. Donc c'est qu'à un moment, voilà, il y a plein de paramètres, vous pouvez pas vous dire j'ai toutes mes chances d'y arriver. Ah non, justement, vous les avez pas toutes. Vous avez un quart des chances, et encore parfois même pas un quart des chances. Oui, ça c'est un quart des chances, puis après on met en place est-ce que cette stratégie est plus forte contre celle-ci, et vous rajoutez tout, et à la fin ça donne des statistiques qui n'ont plus aucun rapport avec les 25% de base. Voilà. C'est trop variable, beaucoup trop. Oui, il y a trop de variables. Donc à un moment, de toute façon, voilà, vous avez une chance sur 4 de gagner au départ, dans l'absolu. Écoutez, si vous perdez, c'est tout à fait normal, quoi, je veux dire. Vous avez plus de chance. En fait, le commandeur, c'est le format où on joue pour perdre. C'est qu'on va dire, mais vous avez... Essayer de gagner, mais en sachant qu'on a beaucoup de chances de perdre. Vous avez trois fois plus de chances de perdre que de gagner dans l'affaire. C'est en partant du principe que ce serait égal. Donc partez pas dans le pic de gagner absolument, sinon vous allez râler. C'est pas le bon format pour ça, on va dire. Puis vous allez voir les autres aussi, ils auront peut-être eu plus de chance, ils ont peut-être pu sortir leurs grosses cartes, etc. Et ah oui, des cartes qui vous ont impressionné, vous avez peut-être pas eu vos gestions. Tant pis, c'est normal, je veux dire. Ça arrive. Ouais. Ça arrive à tous les niveaux. Du niveau 5 au niveau 10, il y a des moments où vous avez pas ce qu'il faut. Et vous êtes comme un con. Mais ça arrive, c'est dommage, mais c'est comme ça. C'est même pas que votre deck est mal construit obligatoirement, c'est juste qu'il n'y a pas de chance des fois. Je pense que du coup, on est arrivé un petit peu au bout de tout ça, bien sûr. Le concept, c'est juste une carte ne fait pas le deck, ne fait pas la puissance du deck, et une stratégie ne fait pas non plus la puissance du deck. Voilà. Ce qui compte, c'est beaucoup qu'est-ce qui a été mis en place dans le deck. Voilà, donc il faut analyser toutes les cartes, et bon, généralement, on les voit pas toutes dans l'endgame. Et aussi, l'attitude du joueur. Je veux dire, il paraît que j'ai fait un épisode là-dessus aussi, le 96, j'en parlais l'autre jour. Diminuer la puissance d'un deck. Je veux dire, du coup, on peut très bien jouer les decks qui sont censés être puissants,
mais en ayant diminué la puissance, et l'attitude, ça compte beaucoup. Si vous décidez de ne pas jouer à fond, c'est évident que vous laissez plus de chances aux adversaires de le faire. Donc du coup, vous avez probablement aussi des chances de gagner, même si le mec joue des grosses cartes et tout, et que voilà, il joue un gros deck, oui, il y a des chances. Donc bon, évitez de commencer à dégoupiller au premier signe qui vous plaît pas. Sinon, vraiment, je pense que vous allez avoir vraiment des problèmes dans le Commander et dans Magic en général. Même dans d'autres formats, hein, je veux dire, quelqu'un qui vous sort un spoiler durant une avant-première, vous allez péter un plomb aussi. Ah, c'est pas normal d'avoir autant de chance sur une ouverture, t'es là. Bah écoute, ça arrive, hein, c'est tout. Ce sont des choses qui arrivent. Faut relativiser, c'est un jeu après tout, on est là pour se faire plaisir. Oui. Un petit mot de la fin peut-être Oh, le petit mot de la fin, jouez ce qui vous fait plaisir. Ne vous empêchez pas de jouer certaines choses et n'empêchez pas les autres de jouer certaines choses. C'est important de laisser tout le monde jouer et surtout apprécier même face à des decks que vous n'aimez pas. Vous pourrez peut-être découvrir des choses très intéressantes sur votre propre deck des fois. Et ben voilà, c'est tout dit. Bon, on se retrouve la prochaine fois. Merci Moganra d'être venu pour cet épisode. Toujours un plaisir. Et n'hésitez pas du coup à laisser en commentaire vos avis, cinglants, j'espère. On aime se faire martyriser sur YouTube. Oh. Et sur ce, on se dit à la prochaine et salut à tous. Bye bye. Bye.